on considère maintenant un autre système optique qui est le dioptre sphérique. Alors, c'est quoi le dioptre sphérique? Le dioptre sphérique, c'est une calotte sphérique réfringente. Une calotte, c'est comme lorsqu'on prend par exemple un ballon, qu'on le coupe par exemple avec un plan, on coupe avec un plan et on dégage une calotte. Donc on coupe le ballon en deux par exemple, chaque moitié est appelée une calotte. Alors c'est une calotte sphérique réfringente, c'est-à-dire elle réfracte la lumière et cette calotte elle sépare deux milieux homogènes et transparents d'indices différents. Voilà, on le représente, nous avons donc les deux indices sont différents, nous avons N1 est différent de N2 et nous avons C qui est le centre du dioptre. C'est le centre où on met la pointe sèche par exemple pour faire la courbure, pour tracer la courbure. Donc là on met la pointe sèche du compas pour tracer cet arc de cercle. On représente avec un arc de cercle, mais en fait c'est une calotte. Alors on désigne par S le sommet du dioptre. C'est quoi le sommet du dioptre? C'est le pôle de cette calotte sphérique. Et par CS, on l'appelle l'axe optique. Voilà. Donc, on va commencer par les conventions de signes. Alors, pour le dioptre sphérique, pour construire les images, pour étudier, pour trouver la formule de conjugaison du dioptre sphérique, il y a d'abord des conventions de signes. Alors, que disent ces conventions-là? On va dire que l'on oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière. Alors, l'axe optique CCS, on l'oriente dans le sens de propagation de la lumière. Par exemple, si on a la lumière comme représentée sur la figure, c'est-à-dire elle vient de gauche à droite, alors l'axe optique CS, on l'oriente de gauche vers, donc le sens positif, il est représenté comme sur la figure et il suit le sens de propagation de la lumière. Alors, dans ce cas-là, S, elle prend un autre rôle qui est le sommet du dioptre, ça devient l'origine des coordonnées et le rayon qu'on écrit R égale SC en valeur algébrique, c'est le rayon du dioptre. Alors, en valeur absolue, par exemple, un dioptre de rayon 5 cm, bien sûr, on n'écrit pas 5 cm. Ça peut être plus 5 cm ou bien moins 5 cm. Ça dépend de la valeur algébrique de SC. Donc, ça dépend de la valeur de SC qui est une valeur algébrique. Alors, dans ce cas, on voit très bien que R qui est égal à SC est négatif parce que de S jusqu'à C, ça va dans le sens négatif. Alors, R est négatif et on appelle ce dioptre-là, lorsque le rayon est négatif, on l'appelle un dioptre concave. Alors, on a dit que R, ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, dans ce cas, nous avons un dioptre avec un rayon positif. Alors, de S jusqu'à C, qui est égal à R, est positif. Et comme R est positif, on appelle ce dioptre un dioptre convexe. Alors, on considère maintenant la formule de conjugaison du dioptre sphérique. Cette formule, elle relie la position de l'objet à celle de l'image. Et grâce à cette formule, on peut évaluer les distances focales du dioptre sphérique. Alors, on commence par un dioptre, on prend le cas d'un dioptre concave, SC c'est négatif, et on prend le cas où N1 est inférieur à N2, et soit à un point objet. Ce point objet va envoyer un rayon incident à I. Et on revient à ce qu'on a fait pour le dioptre plan, on a dit que si on a un rayon incident, pour trouver le rayon réfracté, il faut d'abord tracer la normale au point d'incidence. Alors ici, comment tracer la normale au point d'incidence I? On va d'abord considérer CI. CI, c'est notre rayon de courbure. Et on sait que le rayon de courbure, il est perpendiculaire à la sphère. Revenons en arrière. Si nous avons un cercle, les notions du collège, si on a un cercle, on sait que le rayon du cercle, il est perpendiculaire au cercle. Si on trace une tangente au point I, une tangente à notre calotte sphérique, on verra bien que CI sera perpendiculaire à cette tangente. Et donc, la droite NN' qui contient le rayon de courbure CI sera notre normale. On désigne par I l'angle d'incidence et on va désigner par R notre angle de réfraction. Revenons aussi au dioptre plan. Le dioptre plan, d'abord, c'est un dioptre sphérique de rayon infini. Donc, la loi de Descartes, qui est valable pour le dioptre plan, elle est valable aussi pour le dioptre sphérique. Cette loi de Descartes, elle dit N1 sinus I égale N2 sinus R. Et comme N1 est inférieur à N2, on aura donc R inférieur à I. On peut donc tracer le rayon réfracté dans le quart de plan qui lui correspond, comme suit. On voit bien que le rayon réfracté, lorsqu'on trace la tangente, on verra que le rayon réfracté, il est dans un quart de plan opposé par le sommet avec le quart de plan
qui contient le rayon incident. Alors, maintenant, on va poursuivre. On doit d'abord tracer, pour désigner A' sur la figure, on doit d'abord tracer une normale à partir de l'objet A, et cette normale, elle va aller à l'encontre de notre dioptre sphérique. Cette normale existe déjà, c'est la droite AS. Pourquoi? Parce que la droite AS, elle contient le rayon CS, et CS, il est perpendiculaire à notre dioptre sphérique. Reste donc à prolonger le rayon réfracté IR, et on trouve le point A'. Alors, on va désigner, donc A, son image, c'est A'. On va désigner par SA égale à P, la position de l'objet, c'est une valeur algébrique, ça peut être positif, ça peut être négatif. Sur la figure, c'est négatif, de S jusqu'à A, c'est négatif. Et on va désigner par SA' la position de l'image. Ça peut être aussi positif ou négatif. Sur la figure, c'est négatif. Alors, A, notre objet, c'est un objet réel. Il se trouve dans le plan d'incidence. Sa position, comme on vient de le dire, P, est négative. Et l'image A', c'est une image virtuelle parce qu'elle ne se trouve pas dans le plan de réfraction. Et sa position, comme on vient de le dire, c'est une position négative. Alors, on constate donc que l'objet, il est réel lorsque son image est négative, lorsque sa position est négative. Et donc, si l'objet est réel lorsque sa position est négative, P est négative. Donc, si P est positive, ce sera donc forcément un objet virtuel. Et on constate aussi que l'image A', comme on a désigné par A', elle est virtuelle lorsque Q est négatif et donc lorsque Q est positif. Donc ce sera forcément une image réelle. Donc, on va donc désigner par le plan objet celui qui contient les positions négatives. Les positions négatives, ça correspond aux objets réels. Et on désignera par le plan image celui qui contient les positions positives. Les positions positives, c'est pour les images réelles. Et donc ça, c'est un cas d'un dioptre concave, mais ces notions-là, ces informations, plan objet, plan image, position, réalité et virtualité, c'est valable même si le dioptre est convexe. Alors on généralise, on va dire si nous avons un dioptre sphérique, S étant le sommet de ce dioptre sphérique, alors on a le plan objet, c'est celui qui correspond aux positions négatives, et ce plan objet, puisqu'il contient les objets donc réels, les objets réels, ce sera donc les rayons incidents, donc on l'appellera le plan d'incidence. Et le plan image, c'est celui qui correspond aux positions positives. Les positions positives, c'est pour les images réelles, et les images réelles, c'est dans le plan de réfraction. Alors, on remarque que par rapport au dioptre plan, ça se simplifie. Pour le dioptre plan, on avait 4 quarts de plan, un quart de plan pour l'incidence, un quart de plan pour la réfraction, etc. Et ça reste valable aussi, mais on va dire qu'avec le dioptre sphérique, nous avons la calotte sphérique et l'axe optique. Avec l'axe optique et la calotte sphérique, on délimite 2 plans. Le plan d'incidence, c'est le plan que la lumière rencontre en premier. Ensuite, elle rencontre le dioptre sphérique, la calotte sphérique, et ensuite elle rencontre le plan image. L'objet A peut avoir plus d'une image. En effet, on reprend la figure qu'on a déjà obtenue dans la diapo précédente. L'angle d'incidence c'est I1, l'angle de réfraction c'est R1, donc c'était le cas du dioptre concave avec un 1 inférieur à N2. Alors on va considérer un autre rayon incident AI', qui fait l'angle I2 avec la normale. Et on se rend compte que pour I2 différent de I1, puisque I2 est différent de I1, on va avoir une autre image A2 différente de A1. En effet, le rayon réfracté c'est I'R', il fait l'angle R2 avec la normale, et le prolongement de ce rayon réfracté nous donne l'image A2. Et donc on dira que A2 est différent de A1 puisque I2 est différente de I1. Et si on envoie un autre rayon aussi, on aura une autre image. Et donc le dioptre sphérique n'est pas stigmatique puisqu'il nous laisse pour un seul objet, on peut avoir plus d'une image. Alors la solution, c'est de faire l'approximation de Gauss, comme on a fait pour le dioptre plan. Alors le dioptre sphérique, qui n'est pas stigmatique, on lui fait l'approximation de Gauss. Que dit l'approximation de Gauss? Elle dit de prendre I et R très petits. Alors comment avoir I et R très petits? D'abord, pour avoir un angle I très petit, la seule solution, c'est d'avoir un rayon incident parallèle à l'axe optique. Parce que si on prend pour AI',
par exemple pour AI, l'angle que fait AI avec la normale IA, il est plus grand que l'angle que fait AI' avec la normale I2. C'est-à-dire l'angle I2, I1 est plus grand de I2, et plus on rapproche, si on fait en sorte que le rayon incident se rapproche de l'axe optique presque parallèle à l'axe optique, alors à ce moment-là, le rayon réfracté, donc un angle I presque égal à 0, le rayon réfracté sera encore égal à presque égal à 0, et on dira que le rayon réfracté et incident sont para-axiaux. Et si on considère les angles I très petits, alors les images seront presque confondues. Parce que si on est ils sont tous les I1, si on prend I1 et I2 très petits, donc leurs images seront presque confondues puisqu'ils sont très proches l'un de l'autre. Alors on démontre que pour le dioptre sphérique N1, N2, c'est-à-dire l'incidence elle est dans le milieu d'indice N1 et la réfraction se fait dans le milieu d'indice N2, alors on démontre que la loi suivante qui s'écrit N1 sur, on démontre cette relation, N1 sur P moins N2 sur Q, c'est égal à N1 moins N2 sur R. Et cette loi qui relie, cette formule qui relie la position P de l'objet à celle de l'image qu'on a désignée par Q, ça s'appelle la formule de conjugaison du dioptre sphérique. On l'appelle aussi la formule de Descartes. Alors on va démontrer cette relation. Alors on reprend la figure qu'on a obtenu dans la diapo précédente et on désigne par alpha l'angle entre le rayon incident AI et l'axe optique, bêta c'est l'angle entre le rayon réfracté IR et l'axe optique, et gamma c'est l'angle entre la normale et l'axe optique. Et on rappelle la relation de Descartes, N1 fois sinus I égale à N2 fois sinus R. Comme les axes sont para-axiaux, c'est-à-dire I et R sont très petits, alors sinus I c'est égal à I, sinus R c'est égal à R, et la relation elle devient N1 fois I c'est égal à N2 fois R. Maintenant, on va tracer la droite parallèle qui passe par I et qui est parallèle à l'axe optique. Et on voit apparaître l'angle alpha. Les deux angles alpha sur la figure sont des angles alternes internes, donc ils sont égaux. Et ensuite, on va observer l'angle qui existe entre cette droite parallèle à l'axe optique et la normale NN'. Alors l'angle qui existe entre cette droite et cette normale, c'est alpha plus I. Et alpha plus I et gamma, donc l'angle alpha plus I et l'angle gamma sont des angles alternes internes. Donc on va dire gamma c'est égal à alpha plus I. Maintenant, on va faire apparaître sur la figure l'angle opposé par le sommet avec l'angle R. Le voici, donc les deux angles R sont opposés par le sommet, donc ils sont bien sûr égaux. Et on va considérer le triangle A'IC. Alors dans le triangle A'IC, l'angle gamma c'est un angle extérieur. Et donc gamma c'est égal à bêta plus R. Et donc on peut dire que I c'est égal à gamma moins alpha et R c'est gamma moins bêta. On remplace ces deux dernières équations dans la relation N1 fois I, c'est presque égal à N2 fois R, ça devient N1 par gamma moins alpha, c'est égal à N2 par gamma moins bêta. Maintenant, puisque les axes, les rayons sont para-axiaux, c'est-à-dire les angles sont très petits, alors on peut écrire, avant de faire cette écriture, avant de parler de l'écriture, on désigne par grande H la projection du point I sur l'axe optique. Et le segment IH, c'est égal petit h. La longueur du segment IH, c'est petit h. Alors, on reprend. Puisque les rayons sont para-axiaux, alors on va écrire avec une bonne approximation, on va approximer les angles par leur tangente. Alors, on va dire alpha, c'est égal à tangente alpha, bêta, c'est égal à tangente bêta, gamma, c'est égal à tangente gamma. Ensuite, tangente alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent, c'est égal à H sur AH. AH, c'est presque égal à AS. Et AS, c'est une valeur arithmétique. Revenons à la position de A. La position de A qui est négative, P est égal à SA, et c'est négatif. Alors P, c'est négatif, c'est égal à moins AS. Donc on va dire alpha, c'est égal à moins H sur P. Pour bêta, la tangente de l'angle bêta, c'est H sur A'H. Et A'H, c'est presque égal à AS. Et A'H, c'est presque égal à A'S. La position maintenant de l'image A', c'est Q. Q, c'est égal à SA'. C'est une valeur négative. Alors SA', c'est égal à moins A'S. C'est-à-dire, bêta, c'est moins H sur Q. Pour tangente gamma, c'est H sur CH. Et CH, c'est presque égal à CS.
Et CS, c'est une valeur positive, c'est un segment, c'est la longueur d'un segment de droite. Et le rayon, c'est SC, il est négatif. Alors CS, c'est moins R. Et on va dire gamma, c'est moins H sur R. On remplace alpha, bêta et gamma par leur expression dans la relation N1 par gamma moins alpha égale à N2 par gamma moins bêta. On simplifie H, on fait les transpositions. Donc on transpose les relations, les expressions de P et Q d'un côté et pour N1 et N2 et R de l'autre côté. On aboutit à la loi, la formule de conjugaison du dioptre sphérique qui est N1 sur P moins N2 sur Q égale à N1 moins N2 sur R. Alors on va définir le foyer objet du dioptre sphérique. Alors le foyer objet, c'est un point objet, comme représenté sur la figure, c'est le point F. Et ce point objet, il a la particularité d'avoir son image à l'infini. Donc c'est un point objet dont l'image se trouve à l'infini. Comment obtenir une image qui se trouve à l'infini? D'abord, F, c'est un point objet, donc il va envoyer un rayon incident. Alors, l'image de F, comment obtenir l'image de F? Alors, on sait que l'image, c'est l'intersection du rayon réfracté avec l'axe optique. Si l'image se trouve à l'infini, ça veut dire que l'intersection du rayon réfracté et l'axe optique se trouve à l'infini. Et on sait qu'en mathématiques, deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. C'est-à-dire on va dire que dans ce cas-là, le rayon réfracté IR et l'axe optique sont parallèles. Et on a la figure, on la représente, donc IR et l'axe optique sont parallèles, donc ils se rencontrent forcément à l'infini. Voilà. Alors, F, on l'appelle le foyer objet ou bien le point focal objet. Et on désigne par SF la distance focale objet. SF qui est égale à petit f, la position du point F, c'est égal à petit f, c'est la distance focale objet. On reprend la loi de Descartes, la formule de conjugaison du dioptre sphérique. Alors, N1 sur P moins N2 sur Q égale à N1 moins N2 sur R. Alors, P, c'est égal à SF, c'est-à-dire petit f, et Q, c'est égal à l'infini. On remplace, alors on aura N1 sur petit f moins N2 sur l'infini qui est égal à 0, c'est égal à N1 moins N2 sur R, d'où que N1 sur f égale à N1 moins N2 sur R, et donc f égale à N1 sur N1 moins N2 fois R. On va définir maintenant le foyer image du dioptre sphérique. Alors c'est un point qu'on représente sur la figure par f', et ce point f', il a la particularité, c'est un point image, d'abord il est dans l'axe, dans le plan image, c'est un point image réel. Après on va considérer le cas où le foyer image est virtuel. Là on est dans le cadre du foyer image réel et on a fait le foyer objet réel. Alors ce point image a la particularité d'avoir un objet qui se trouve à l'infini. Alors l'objet, donc le point image d'abord f', on l'obtient grâce au rayon réfracté IF'. IR, il passe par f'. Alors le rayon incident, si on a un rayon réfracté, ça veut dire qu'on a un rayon incident qui a donné ce rayon réfracté. Alors ce rayon incident, le point objet, il se trouve à l'infini. Et on a vu dans la construction géométrique, quand on a commencé par construire l'image d'un point objet, on a bien vu que le point objet A était l'intersection du rayon incident avec l'axe optique. Pour les points objets, on parle bien du point objet, pas d'un objet avec une hauteur. Après, on va considérer la construction géométrique d'un objet qui a une certaine hauteur ou bien une dimension, par exemple 1 cm. Là, c'est pour le point objet. Alors, on avait A, c'était le point objet, c'est l'intersection de l'axe du rayon incident avec l'axe optique. Et A', c'était le rayon. A', c'était le point image, c'était l'intersection du prolongement du rayon réfracté avec l'axe optique ou bien l'intersection du rayon réfracté avec l'axe optique directement. Ça dépend des considérations. Alors ici, le point A qui se trouve à l'infini et qui est normalement l'intersection du rayon incident avec l'axe optique. Alors on est forcément dans le cas où le rayon incident et l'axe optique sont parallèles. Et le voici, le rayon incident ici, il est parallèle à l'axe optique. Alors le point A, il est à l'infini. Alors, le point f', on l'appelle le foyer image ou bien le point focal image. Et on désignera par f', qui est égal à sf', la distance focale image. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, on va bien, par contre, que f et f' ne sont jamais du même côté. F, c'est un point focal objet,
et f', c'est un point focal image. Dans les cas qu'on a considérés, ce sont un point focal objet réel et un point focal image réel. Alors on continue, on reprend la loi de Descartes, N1, la formule de conjugaison du dioptre sphérique, aussi c'est la formule de Descartes aussi pour le dioptre sphérique. Alors N1 sur P moins N2 sur Q, c'est égal à N1 moins N2 sur R. Alors P, c'est égal à l'infini, donc N1 sur l'infini, c'est 0, et Q, c'est égal à F'. Alors on va dire moins N2 sur F' égale à N1 moins N2 sur R, ce qui revient à dire que F', c'est égal à N2 sur N2 moins N1 fois R. Voilà, on va faire quelques remarques. On vient de trouver que petit f, c'est N1 sur N1 moins N2 fois R. Alors, ce qui revient à dire que N1 sur petit f égale à N1 moins N2 sur R. Et la loi de Descartes, la formule de conjugaison du dioptre sphérique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit N1 sur P moins N2 sur Q, c'est N1 moins N2 sur R. Alors, ça revient à dire N1 sur P moins N2 sur Q, c'est égal à N1 sur petit f. Une autre remarque, on a f', on vient de trouver que f' c'est égal à N2 sur N2 moins N1 fois R. C'est-à-dire N2 sur f', c'est égal à N2 moins N1 sur R, c'est-à-dire moins N1 moins N2 sur R. Et on sait que la loi de Descartes, la formule de conjugaison du dioptre sphérique, c'est quoi? C'est N1 sur P moins N2 sur Q égale à N1 moins N2 sur R. Alors, moins N1 moins N2 sur R, c'est égal à N2 sur Q moins N1 sur P. Et on obtient, donc on écrit N2 sur Q moins N1 sur P égale à N2 sur F'. Et une troisième remarque, on vient de trouver que F c'est N1 sur N1 moins N2 fois R, et F' c'est moins N2 sur N2 sur N1 moins N2 fois R. Si on fait la somme F plus F', c'est égal, donc on trouvera R tout simplement parce que N1 sur N1 moins N2 fois R plus N2 ou bien plus N2 sur N1, N2, donc moins N2 sur N1 moins N2 fois R, ça nous donne R. Alors, on va définir maintenant la puissance du dioptre sphérique. Alors, la puissance du dioptre sphérique, par définition, elle s'écrit D, c'est N2 sur F'. D, c'est la puissance. N2 n'a pas d'unité. F' c'est en mètres, donc elle s'exprime en dioptrie, delta. Et une dioptrie, c'est égal à 1 mètre moins 1. Alors, N2 sur F', on vient de trouver, c'est égal à N2 sur Q moins N1 sur P. Donc, on peut calculer la puissance avec la relation N2 sur Q moins N1 sur P. Et N2 sur Q moins N1 sur P, c'est égal à moins N1 sur... Donc, ça sera moins, c'est égal à moins N1 moins N2 sur R, c'est-à-dire c'est égal à N2 moins N1 sur R. Et N2 sur Q moins N1 sur P, c'est moins N1 sur P moins N2 sur Q, c'est-à-dire moins N1 sur F. Voilà, donc avec l'une de ces quatre relations, on obtient la puissance du dioptre sphérique. On aura besoin de la puissance pour l'étude de l'œil. Alors maintenant, on va définir la convergence, on va parler de la convergence d'un dioptre sphérique et après on va parler de la divergence d'un dioptre sphérique. Alors un dioptre sphérique est convergent si ses foyers sont réels, c'est-à-dire le foyer objet se trouvera dans le plan plan objet plutôt, et le foyer image se trouvera dans le plan image. Alors, s'il est réel, si les foyers sont réels, ça veut dire que si on prend un dioptre concave, le voici, alors F, c'est un foyer objet, il est dans le plan focal, dans le plan image, et alors F c'est un point objet, c'est un point focal objet, il se trouve dans le plan objet, et F' c'est un point image qui se trouve dans le plan image. Et donc ce sont deux foyers réels. Si on considère un dioptre convexe, alors on va représenter F et F'. Alors F, alors il est convexe parce que le rayon est positif. Alors F, il est effectivement réel parce que c'est un point objet qui se trouve dans le plan objet. Et F', c'est un point image qui se trouve dans le plan image. Alors, d'après, si on regarde l'une ou l'autre ou bien toutes les deux, c'est valable pour les deux. Alors, on voit bien que de S jusqu'à F, c'est petit f, c'est négatif. Et de S jusqu'à F', c'est F', c'est positif. Alors, les foyers sont réels si ça revient à dire que petit f est négatif et F' est positif. Et si on regarde maintenant la puissance, D c'est N2 sur F'. Si F' est positive, ça veut dire que D est positive. Voilà. Maintenant, on va étudier le cas du dioptre concave et le cas du dioptre convexe. Alors, pour le dioptre concave, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a R négatif et les foyers sont réels. On va dire R négatif et petit f négatif. Alors, d'abord, avant d'étudier donc mathématiquement, on va montrer que c'est vraiment un dioptre convergent. Si on envoie un rayon incident en vert, il se réfracte en passant par F'.
parce que f', c'est le point image dont l'objet se trouve à l'infini. Donc, obligatoirement, si on a un rayon incident parallèle, il va passer par f'. Si on envoie un autre rayon incident parallèle de sorte à avoir un faisceau parallèle, donc on arrive avec un faisceau parallèle. On peut faire le cas d'un rayon incident tout seul, comme on vient de faire. Sinon, si on a un faisceau parallèle, alors le rayon incident, il est parallèle, donc l'objet se trouve à l'infini, donc le rayon réfracté passera par f'. Et là, le faisceau envers, on arrive avec un faisceau parallèle et on se retrouve avec un faisceau qui converge en f'. Donc c'est vraiment un dioptre convergent. On vérifie la même chose avec le dioptre convexe. Alors on envoie un rayon parallèle, incident, il va passer, donc il va se réfracter en passant par f', et on fait la même chose, un autre rayon incident et qui se réfracte en passant par f', et on a donc un faisceau parallèle envers qui devient convergent en f'. Alors on revient maintenant à ce que l'on disait tout à l'heure. Le dioptre, pour le dioptre concave, on a R négatif et on a petit f négatif. Et petit f, c'est quoi? Si on regarde donc ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver que petit f, c'est égal à N1 sur, donc petit f, c'est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R. C'est sur la deuxième ligne devant nous sur la diapo. Alors petit f, c'est négatif. Et R, c'est négatif. Ça veut dire N1 sur N1 moins N2, c'est positif. Je reprends. Alors, on regarde bien petit f, la deuxième remarque. Petit f, c'est N1 sur N1 moins N2 fois R. On nous dit que petit f est négatif. R est négatif, ça veut dire que N1 sur N1 moins N2, c'est positif. Ça veut dire que N1 moins N2, c'est positif. Et ça veut dire que N1 est supérieur à N2. Et cela veut dire quoi? Alors, avoir un dioptre convergent, un dioptre concave, si le dioptre est concave et convergent, cela veut dire que l'incidence se fait dans le milieu le plus réfringent. Alors si on nous dit que nous avons un dioptre concave et convergent, tout de suite on écrit, lorsqu'on écrit dN1, N2, on sait que N1 est plus grand que N2. On revient au dioptre convexe. Alors il est convexe, ça veut dire que R est positif, et on sait qu'il est convergent, ça veut dire F est négatif. Donc R positif et F négatif. Reprenons la formule de F. Petit f, c'est N1 sur N1 moins N2 fois R. Alors F négatif, R positif, ça veut dire que N1 sur N1 moins N2 est négatif, et N1 sur N1 moins N2 négatif, ça veut dire que N1 moins N2 est négatif, ça veut dire que N1 est plus faible que N2. Alors, avoir un dioptre convexe et convergent, ça veut dire que l'incidence se fait dans le milieu le moins réfringent. On continue, alors on va considérer maintenant la divergence d'un dioptre sphérique. Alors on a dit qu'un dioptre il est convergent si ses foyers sont réels. Maintenant on va dire un dioptre est divergent si ses foyers sont virtuels. Alors les foyers virtuels, on représente pour le dioptre concave, voilà, des foyers virtuels. Ça veut dire le point F' qui est un point focal image, il se retrouve dans le plan objet, et le point F qui est un point focal objet se retrouve dans le plan image. Donc ils sont tous les deux virtuels. Si on considère le cas du dioptre convexe, pareil, le point focal image se retrouve dans le plan objet, donc il est virtuel, et le point focal objet se retrouve dans le plan image, donc il est virtuel. Et alors sur les deux figures, on voit bien que f', qui est la position de grand f', c'est-à-dire sf' en valeur algébrique, c'est négatif, et petit f, qui est la position du point grand f, c'est-à-dire sf, c'est positif. Alors on va dire qu'il est divergent si ces foyers sont virtuels, ça revient à dire f positif et f' négatif. Alors si f' est négatif, on sait que d c'est N2 sur f', ça revient à dire que d est négative. La puissance pour un dioptre divergent est une puissance négative. On va construire, vérifier est-ce que c'est vraiment par la construction géométrique on aura un dioptre divergent. On envoie un rayon incident. Ce rayon incident, son objet se trouve à l'infini, donc son image, elle se trouve où? Elle se trouve en f'. Alors f', elle n'est pas dans le plan image, elle est dans le plan objet. Alors on va faire réfracter le rayon, donc on va avoir un rayon réfracté qui ne va pas passer directement par f', mais son prolongement passe par f'. Voilà, donc ce qui est en gras, c'est le rayon réfracté, et ce qui est en très fin, c'est le prolongement, c'est-à-dire ça n'existe pas. Je reprends, nous avons un rayon incident parallèle, l'objet pour ce rayon incident parallèle se trouve forcément à l'infini. L'image d'un objet qui se trouve à l'infini, elle se trouve en f'. Donc, comment obtenir l'image? C'est le prolongement du rayon réfracté avec l'axe optique. Effectivement, f', qui est une image virtuelle, elle nous donne donc le rayon réfracté. Il nous donne effectivement l'image f'.
On envoie un autre rayon parallèle pour faire un faisceau parallèle. Pareil, ce rayon incident parallèle en vert, il se réfracte pas en passant directement par F', mais son prolongement passe par F'. Et on se rend compte qu'avec un faisceau incident parallèle en vert, on se retrouve avec un faisceau divergent. Pour le dioptre convexe, pareil, on envoie un rayon incident en vert, il se réfracte non pas en passant directement par F', mais son prolongement passe par F', parce que ça nous donne le point image F'. Pareillement, on refait avec un autre rayon incident pour faire un faisceau parallèle. Ce rayon incident, ce deuxième rayon incident en vert, il va se réfracter avec un prolongement du rayon réfracté qui passe par F'. Alors les deux, on voit très bien qu'on arrive dans les deux cas, on arrive avec un faisceau parallèle et on se retrouve avec un faisceau divergent. Alors, on va faire la même chose qu'on avait faite pour le dioptre convergent. On va dire pour le dioptre concave, le rayon il est négatif. Et F, elle est positive, R négative, et F positive, et F, on sait que F, c'est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R. Alors, F qui est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R, ça nous donnera donc, si F est positive et R est négative, ça veut dire que N1 sur N1 moins N2 fois R est négative, et ça veut dire que N1 moins N2 est négatif, ça veut dire que N1 est inférieur à N2. Voilà. Donc, avoir un dioptre divergent, concave et divergent, revient à dire que l'incidence se fait dans le milieu le moins réfringent. Pour le dioptre convexe, alors, nous avons R qui est égal à SC, c'est positif, et F positif. Alors, et on sait que F, c'est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R. Alors, F positif, R positif, ça veut dire que N1 sur N1 moins N2, c'est positif. Ça veut dire que N1 est supérieur à N2. Et aussi, avoir un dioptre convexe et divergent, ça revient à dire que l'incidence se fait dans le milieu le plus réfringent. Voilà. Maintenant, on va construire l'image, la construction de l'image. Alors, pour construire une image, on a trois rayons principaux. On vient de voir que si on envoie un rayon incident parallèle, alors donc un rayon incident parallèle à l'axe optique, il sort ou bien il se réfracte en passant par F'. Voilà. Le rayon incident en vert, on représente un dioptre convergent. Les foyers sont réels. Un rayon incident parallèle numéro 1, on l'a numéroté par 1, il est parallèle, il se réfracte 1' en passant par F'. Un deuxième rayon, c'est lorsque le rayon qui passe par C et qui sort sans être dévié. Bien sûr, voilà, on le représente parce que le rayon qui passe par C sort sans être dévié. Ça veut dire le rayon vert en numéro 2 et le rayon de prime sont sur la même ligne. Pourquoi? Parce que l'angle entre le rayon incident, c'est l'angle entre... Donc, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Alors, le rayon 2 qu'on voit sur la figure, donc ce rayon-là, il porte en lui la normale, parce que la normale, elle contient le rayon. Donc, ce rayon incident, il est confondu avec la normale. C'est pour cela que l'angle I est égal à 0. I est égal à 0, donc R est égal à 0. Ensuite, il sort sans être dévié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réfraction pour un rayon qui passe par C. Ensuite, un rayon incident qui passe par F, il sort comment? Il sort parallèlement à l'axe optique parce que ce rayon, donc on a le point objet, il est en F et l'image, elle se trouve à l'infini, donc 3 et 3'. Voilà, donc ce sont des trois rayons avec lesquels on construit toute image. On va faire un exemple. Alors, par exemple, nous avons un objet AB, F et F', ce sont les foyers, ils sont réels. Alors, on peut faire deux rayons pour obtenir une image. Mais là, on va faire les trois rayons pour confirmer. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Alors, lorsqu'on a fait le dioptre plan, l'exercice sur la lame à face parallèle, qui est argenté sur sa face postérieure. Alors, on avait un objet AB, on nous avait posé la question, quelle est la grandeur de l'image définitive A'B'? Alors, pour tracer, pour obtenir l'image, on avait dit qu'on a travaillé juste avec le point A, et on a construit l'image du point A, et ensuite l'image du point B, on avait juste une translation avec les vecteurs, la grandeur du vecteur AB, parce que pour le dioptre plan ou bien pour le miroir, les grandeurs de l'image sont conservées. On prend un point, on trace l'image de ce point et ensuite les autres points, on les obtient par une translation qui vaut donc parallèle. On garde la même grandeur de l'objet et l'image. Ici, pour le dioptre sphérique, on n'a pas un point objet, nous avons un objet AB. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec le point B.
avec le point B. Alors on envoie un rayon incident parallèle et qui se refracte en passant par F'. Et ensuite, donc, on va construire l'image B' de B, et ensuite, donc l'image A' de A, on l'obtiendra par une projection de B' sur l'axe optique. On va voir que la grandeur de l'objet, l'image et l'objet n'ont pas forcément la même grandeur. Alors, pour B, on envoie un rayon incident parallèle qui se réfracte en passant par F'. On envoie un deuxième rayon qui passe incident envers, qui passe par F, il se réfracte parallèlement à l'axe optique. Et ensuite, un troisième rayon qui passe par C et qui sort sans être dévié. L'intersection des trois rayons bleus, c'est notre image, et B', et ensuite A', on l'obtient en faisant la projection, l'angle droit, donc le segment de droite perpendiculaire à l'axe optique. Ça, c'est A', B', qui est l'image de AB. Voilà. Maintenant, on va parler du grandissement du dioptre sphérique. Le grandissement, ça veut dire le dioptre sphérique, comme on vient de le dire, ne conserve pas les grandeurs, il fait varier. Donc, si on a un objet AB qui mesure 1 cm, on n'a pas forcément l'image A'B' qui mesure aussi 1 cm. Elle peut être plus grande, elle peut être plus petite. Alors, on reprend le cas, non, on a simplifié la figure que l'on vient de construire, on a pris AB et A'B' et le rayon qui passe par l'axe, par le centre C. Voilà. Alors, on va orienter, on va ajouter une orientation, un sens positif, comme sur la figure, un sens positif, ce sens, on l'a choisi vers le haut. Et ce sens-là, il sert à donner un signe donc à la valeur de la hauteur de AB. Par exemple, si on nous dit que AB est égal à 1 cm, AB, la flèche de AB, elle est dans le sens positif. Alors on va dire que AB c'est égal à plus 1 cm. Si A'B' est égal à par exemple 1,5 cm, on dira que A'B' c'est moins 1,5 cm parce qu'elle n'est pas dans le sens positif. Alors, pour dire si ça nous aide à savoir si l'objet et l'image sont tous les deux droits ou bien tous les deux renversés ou bien l'un est droit et l'autre renversé. Alors pour AB on dit qu'il est droit et pour A'B' on dit qu'il est renversé. Alors on démontre que pour le dioptre D1,1, N2, gamma qui est le grandissement qui vaut la valeur algébrique de A'B' sur la valeur algébrique de AB, alors le grandissement de ce dioptre sphérique, il vaut N1 fois Q sur N2 fois P. On va le démontrer par la suite. Alors gamma, si on nous demande quelle est la grandeur de l'image, on calcule gamma et ensuite on dit que gamma c'est A'B' sur AB, donc A'B' ce sera gamma multiplié par AB. Alors si gamma est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur algébrique de A'B' et la valeur algébrique de AB ne sont pas de même signe. Et ça veut dire que A'B', par exemple, l'une peut être positive et l'autre peut être négative. Ça veut dire l'une est droite et l'autre renversée. Voilà. Si maintenant gamma est positive, ça veut dire que A'B' et AB sont orientés de la même façon. Eh bien, tous les deux droits ou bien tous les deux renversés. Voilà. Si maintenant la valeur, à partir de gamma, on peut analyser la grandeur de l'image. Alors, si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, on va considérer le cas supérieur à 1. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça veut dire que la valeur absolue de la grandeur de A'B', elle est supérieure à la valeur absolue de la grandeur de AB. Et ça veut dire que A'B' est plus grande que AB. On va dire l'image plus grande que l'objet. Si c'est inférieur à 1, on dira que l'image est plus petite que l'objet AB. Alors, on va démontrer la relation qui nous donne gamma. On reprend la figure. Maintenant, on remarque on a le triangle ABC et le triangle A'B'C sont semblables. Ils ont donc les angles sont égaux. Nous avons un angle opposé par le sommet. Nous avons l'angle C. L'angle C, c'est le même. Deux angles droits. Donc, les trois angles sont égaux et nous avons les trois côtés sont parallèles. Nous avons AC parallèle à CA', BC parallèle à B'C et AB parallèle à A'B'. Donc, si les triangles sont semblables, alors il y aura une relation de proportionnalité entre leurs côtés, la relation de Thalès. Alors, on dira, puisqu'ils sont semblables, alors on dira que CA' sur CA égale A'B' sur AB. Et c'est positif, donc CA' sur CA, donc CA' c'est positif, CA c'est négatif, c'est égal à A'B' c'est négatif, sur AB c'est positif, donc on n'a pas un problème de signe. Alors, on va analyser cette relation-là. Alors, on va dire, et ça, c'est quoi? C'est A' sur CA qui est égal à A'B' sur AB. C'est gamma, parce qu'on a dit que gamma, c'est A'B' sur AB. Alors, rappelons la loi de la formule de conjugaison du dioptre sphérique. Elle dit N1 sur P moins N2 sur Q, c'est égal à N1 moins N2 sur R.
Alors, P, rappelons que P c'est SA. On a désigné P par SA. On va introduire la lettre C, la loi de Chasles. On dira que P c'est SC plus CA. Voilà. Maintenant, Q c'est SA', et c'est égal à SC plus CA'. Et R, c'est égal à SC. On va introduire, donc on va remplacer P par SC plus CA, Q par SC plus CA', et R par SC dans la formule de conjugaison du dioptre sphérique. Voilà. Donc N1 sur SC plus CA, moins N2 sur SC plus CA' égale à N1 moins N2 sur SC. Ensuite, on va réduire au même des... ça revient à dire N1 sur SC égale à moins... plutôt, c'est égal à N1 sur SC moins N2 sur SC, parce que SC... Alors SC... oui, plutôt, parce que N1 moins N2 sur SC, c'est égal à N1 sur SC moins N2 sur SC. Alors, on n'a pas touché encore N1 sur SC plus CA et N2 sur SC plus CA'. Alors, N1 sur SC plus CA, donc nous avons N1 sur SC plus CA à gauche et N1 sur SC à droite. Donc, on les transpose et on fait sortir N1 en facteur. On dira N1 par 1 sur SC plus CA moins 1 sur SC. Et ensuite, nous avons à gauche N2 sur SC plus CA' et à droite, nous avons moins N2 sur SC. On fait sortir N2 en facteur et on dira N2 par 1 sur SC plus CA' moins 1 sur SC. Ensuite, on réduit au même dénominateur, c'est-à-dire 1 sur SC plus CA moins 1 sur SC, c'est égal SC moins, entre parenthèses, SC plus CA, le tout sur SC par SC plus CA. Alors SC moins SC plus CA, ça reste, il nous reste CA. Et la même chose, on réduit au même dénominateur pour l'autre côté, le côté à droite. Maintenant, on va dire, puisque SC, voilà, on va simplifier SC et SC des deux côtés, on aura N1 par CA sur SC plus CA égale à N2 par CA' sur SC plus CA'. C'est-à-dire, N1, on revient à SC plus CA, c'est SA. Et on revient à SC plus CA', c'est SA'. Alors N1 par CA sur SA égale à N2 par CA' sur SA'. Et donc, N1 sur N2 par SA' sur SA, c'est égal à CA et CA' sur CA. Et CA' sur CA, c'est égal à gamma. Et SA', c'est égal à Q, et SA, c'est égal à P. Et donc, on va dire N1 sur N2 par Q sur P, c'est CA' sur CA, et c'est égal à gamma. Et on a démontré que gamma, c'est N1 sur N2 par Q sur P. Un exercice, on nous dit un dioptre sphérique concave convergent de rayon 1 mètre sépare un milieu d'indice 1,5 de l'air. Ensuite, un objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique et à 5 mètres en avant de ce dioptre. Alors, déterminer la nature, la position et la grandeur de l'image de AB, faire la construction géométrique et ensuite, même question en prenant AB situé à 5 mètres en arrière du dioptre. Alors, on répond, on commence d'abord par dire que puisque le dioptre est concave, ça veut dire que le rayon est négatif, c'est-à-dire R égale à moins 1 mètre. On nous dit ensuite concave et convergent. Concave et convergent, ça veut dire que l'incidence se fait dans le milieu le plus réfringent, c'est-à-dire N1 égale à 1,5 et N2 égale à 1. Ensuite, on nous dit, la première question, déterminer la nature, la position, la grandeur de l'image de AB. Et AB, il est situé à 1 mètre, à 5 mètres en avant du dioptre. Ça veut dire quoi? En avant, ça veut dire que la lumière, elle rencontre d'abord AB et ensuite elle rencontre le dioptre. Ça veut dire que AB, il est avant S. L'axe optique, il est orienté suivant la lumière, la propagation de la lumière, et on aura SA négatif. P égale à moins 5 mètres. Voilà. On remplace dans la loi de Descartes, donc c'est un objet réel bien sûr, on remplace dans la loi de formule de conjugaison du dioptre sphérique et on obtient Q qui est égal à 5 mètres. 5 mètres c'est positif, ça veut dire que l'image elle est réelle. Et on a un objet réel qui nous donne une image réelle. C'est pas comme pour le dioptre plan, on savait toujours si on a un objet réel on obtient une image virtuelle et vice versa. Non, si on a un objet virtuel on aura une image réelle, etc. Non, là ça dépend. Maintenant, il nous a demandé la nature. Et on a donné la nature, c'est une image réelle. La position, on vient de trouver, donc la position c'est 5 mètres. Reste la grandeur. Pour la grandeur, on va utiliser la formule de gamma. Gamma qui est égal à N1 sur N2 fois Q sur P. On remplace N1, N2 et Q sur P par leur valeur et on obtient moins 1,5. Alors, gamma est négative, ça veut dire l'objet et l'image sont
Donc gamma est négatif, ça veut dire A', B' et AB ne sont l'un droit et l'autre renversé. Et valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça veut dire que A', B', elle est plus grande que le AB. Donc on reprend, moins 1,5 image renversée et valeur absolue supérieure à 1, donc l'image elle est plus grande que l'objet. On représente. Donc d'abord, avant de faire la représentation, il faut définir les foyers. Le foyer objet N1, F, petit f, c'est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R. On remplace, on trouve moins 3 mètres. Le foyer image, F' égale à N2 sur N2 moins N1 fois R. On remplace et on trouve plus de mètres. On représente, on fait la figure. Alors AB, on a fait, bon, la figure elle est approximative, c'est manuellement, donc au micro, mais c'est manuellement parce que d'ailleurs le rayon c'est pas 1 mètre sur la figure, donc c'est pas vraiment à l'échelle, mais c'est approximatif. Alors on a donc des graduations. AB est situé à 5 mètres en avant du dioptre. On voit bien que la lumière rencontre d'abord AB et ensuite elle rencontre le dioptre. C'est pour cela qu'on dit que AB il est à 5 mètres en avant du dioptre sphérique, avant le dioptre, et ensuite F il est à 3 mètres avant le dioptre et F' il est à 2 mètres après le dioptre. Alors AB, on va envoyer un rayon incident parallèle qui se réfracte en passant par F'. Ensuite, on va envoyer un autre rayon qui passe par F et qui sort parallèlement. Pour la construction, 2 rayons suffisent. Alors, il n'y a pas besoin de faire pour C. Alors, l'intersection des 2 rayons bleus, ça nous donne A'B'. Effectivement, A'B', elle est renversée, puisque l'objet, il est droit, et elle est plus grande que l'objet. Voilà. Donc, on a confirmé, elle est plus grande que l'objet et elle est renversée. Reste le deuxième cas. La deuxième question, on nous dit que l'objet, il est à 5 mètres en arrière du dioptre. Ça veut dire que la lumière rencontre le dioptre et ensuite elle rencontre l'objet. Et donc, l'objet, il se trouve dans le plan image. Et donc, c'est un objet virtuel. D'ailleurs, la position est positive, c'est un objet virtuel. Voilà. Maintenant, pour trouver la position de cet objet, on fait appel à la loi de Descartes. La loi de Descartes, ou bien pour le dioptre sphérique, ou bien, je dis toujours loi de Descartes, c'est pour dire aussi la formule de conjugaison du dioptre sphérique. Alors, N1 sur P moins N2 sur Q égale à N1 moins N2 sur R. On remplace et on trouve Q égale à 1,25 mètres. Q, c'est positif, ça veut dire que l'image, elle est réelle. Voilà. Ensuite, la grandeur, gamma c'est N1 sur Q, N1 fois Q sur N2 fois P. On remplace et on trouve 0,375. Alors, gamma c'est positif, ça veut dire l'image, elle est droite comme l'objet, et parce que l'objet, on l'a considéré droit, et gamma en valeur absolue, c'est plus petit que 1, ça veut dire que l'image, elle est plus petite que l'objet. On fait la construction, voilà notre objet qui se trouve dans le plan image, c'est un objet virtuel. Comment construire l'image de cet objet virtuel? On a 3 rayons, on va choisir 2. Un rayon incident qui serait parallèle, qui se réfracte en passant par F', et un rayon incident qui passe par F, qui se réfracte parallèlement. Alors, on va commencer par le rayon incident parallèle. AB n'est pas un point objet, c'est pas un objet réel, il se trouve dans le plan image. Il est concerné par les rayons incidents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un rayon incident dont le prolongement rencontre B. Et on dit, puisque AB il est concerné par le rayon incident, c'est un objet et il n'est pas dans le plan d'incidence, donc c'est un objet virtuel. Alors ce qui est en très plein, c'est le rayon incident, après le prolongement va vers B. Alors ce rayon incident, il rencontre le dioptre, donc il va se réfracter en passant par F'. Voilà, un rayon bleu. L'image, c'est l'intersection des rayons réfractés, c'est l'intersection des rayons bleus. Alors un deuxième rayon qui passe par F et qui va se réfracter parallèlement à l'axe optique. Alors, ce rayon qui passe par F, normalement, il est envoyé par AB. Et AB, c'est un objet virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relie B à F, comme suit, et le rayon, donc on relie B à F par une droite, et le rayon incident, ce sera le rayon en vert, en très plein, qui s'arrête au niveau du dioptre sphérique. Alors, ce rayon, c'est un rayon incident. Il se prolonge, on le prolonge en rencontre B, donc AB c'est un objet, il est virtuel parce qu'il n'est pas dans le plan de l'incidence. Et puis après, une fois qu'on rencontre le dioptre, ce rayon incident qui est en vert, il va se réfracter parallèlement à l'axe optique. Et là, l'intersection des 2 rayons bleus, ça nous donnera l'image A'B'. Et l'intérêt de travailler avec des couleurs, parce que si on voit bien la figure pour le plan image, nous avons 2 points d'intersection. Et alors, 2 droites qui se rencontrent. Quand on fait les couleurs, on ne se trompe pas. Les rayons bleus, c'est pour les rayons réfractés. Alors, A'B', elle est droite, effectivement, et elle est plus petite que l'objet.